8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Dominique de Villepin. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions ce matin. Vous êtes bien sûr ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères. Un monde instable et dangereux avec ces jours-ci une instabilité qui va jusqu'aux portes de la France, à l'intérieur de l'Europe. Instabilité qui s'accélère chez tous nos voisins. Nouveau Premier ministre chez les Anglais, nouvelle Première ministre chez les Italiens, un chancelier allemand, vous allez nous le dire, qui visiblement nous tourne un peu le dos. Et puis un cocktail explosif de récession, de montée des extrêmes, de guerre à nos portes. On va commencer par parler de l'Ukraine, les Russes qui jouent désormais la carte de la bombe sale. La bombe sale, une sorte de bombe nucléaire du pauvre qui serait composée d'éléments radioactifs. Et les Russes, presque complices, nous ont appelés pour soi-disant nous prévenir que les Ukrainiens seraient prêts à utiliser cette bombe. Ils jouent à quoi ? Alors nous sommes dans une nouvelle étape de la guerre en Ukraine, après toutes les difficultés rencontrées par la Russie et tous ces projets qui ont été contrariés avec une contre-offensive ukrainienne réussie. C'est l'Ukraine qui marque des points. La Russie, elle, aujourd'hui, veut à la fois terroriser la population ukrainienne, et c'est pour cela que les villes sont ciblées, pas seulement les infrastructures civiles, et par ailleurs détruire toute résistance en Ukraine à l'approche de l'hiver, de façon à pouvoir gagner ces précieux mois et continuer de mener la bataille qui est peut-être aujourd'hui une des batailles les plus importantes pour Vladimir Poutine, qui est celle de l'opinion mondiale. Essayer de rallier le plus grand nombre de pays contre l'Occident, contre ce qu'il considère être aujourd'hui la mainmise et la domination occidentale qui fait souffrir les peuples du monde. J'étais à Washington il y a quelques semaines au moment des réunions du FMI, de la Banque mondiale. J'ai bien vu les gouverneurs, les dirigeants du monde émergent. Eh bien, ces pays souffrent. Nous avons peut-être un peu tendance à l'oublier. Les sanctions, ils souffrent de quoi ? Les sanctions occidentales, les conséquences des sanctions ? Bien sûr, les sanctions occidentales sont des sanctions décidées par l'Occident et pas avalisées par la communauté internationale. Ils payent le prix d'un dollar qui ne cesse de monter, ils payent le prix d'une énergie plus chère, ils payent le prix d'une alimentation beaucoup plus difficile à obtenir. Donc ces pays sont en première ligne. Et ils sont une proie facile pour Vladimir Poutine, parce que Vladimir Poutine a beau jeu d'expliquer que tout cela, eh bien, c'est la faute de l'Europe, des États-Unis, et malheureusement... Est-ce que ça veut dire, Dominique de Villepin, quand même, si je vous écoute, que quand vous dites notamment que ces sanctions, elles ont été décidées par l'Occident, je vous cite à l'instant, sans avoir été avalisées par une sorte de gouvernement mondial, est-ce que ça veut dire que vous considérez qu'il y a quand même une forme de culpabilité des Européens ou des Occidentaux à l'avoir fait tout seul ? Non. Je pense que... Je voudrais que les choses soient claires et qu'on se comprenne. La fermeté, les sanctions sont légitimes. J'ai regretté pour ma part que cela ne soit pas assez rapide pour marquer cette détermination. Je me souviens, ici même, vous disiez, attention, si on et de l'Europe pas fort tout de suite, on s'installe dans une guerre longue. De la Russie, c'est un élément essentiel. Mais quand on mène une bataille militaire, il est très important de ne pas négliger la bataille politique. On peut gagner une bataille militaire. Demain, l'Ukraine peut reconquérir une partie de ses territoires. Et on peut perdre la bataille politique à l'échelle mondiale. Avec, aujourd'hui, il faut bien le comprendre, non seulement une guerre en Ukraine, mais une rivalité entre deux États pour la puissance mondiale, entre la Chine et les États-Unis. Malheureusement, dans cette bataille, l'Europe n'est qu'une variable d'ajustement. Une deuxième bataille qui est celle entre deux systèmes politiques, le système démocratique, mais qui malheureusement ne montre pas son meilleur visage. Vous avez parlé de la situation de l'Angleterre, de l'Italie. C'est souvent des démocraties qui se divisent, par opposition à des systèmes autocratiques qui ont la possibilité, parce que c'est évidemment plus facile, mais qui donnent l'image de sociétés mieux contrôlées. À quel prix, me direz-vous ? Mais il y a une troisième bataille, qui est la bataille entre des puissances conservatrices qui dominent le monde depuis 5 siècles, et en particulier à travers un système international mis en place en 1945, face à des puissances révisionnistes qui considèrent aujourd'hui qu'il y a une injustice fondamentale dans la gouvernance du monde. Et évidemment, les émergents qui souffrent sont sensibles à cela. Ça veut dire que vous dites qu'il y a quand même des pays qui commencent à être sensibles à ce discours de Vladimir Poutine. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur deux pays qui et deux opinions publiques qui, a priori, n'ont rien à voir, mais qui, au moment même où on se parle, sont en train de mettre en doute l'aide à l'Ukraine. Il y a d'un côté, ici,
la Hongrie, mais aussi aux États-Unis, une partie de l'opinion publique. Commençons par la Hongrie, membre de l'Union européenne, qui organise ces jours-ci une grande consultation nationale avec des questions qui sont donc posées aux Hongrois, membres de l'Union européenne, formulées comme telles. Un embargo sur le pétrole mènerait à de graves problèmes d'approvisionnement pour la Hongrie. Êtes-vous d'accord avec les sanctions de Bruxelles sur le pétrole? Est-ce que la Hongrie est toujours membre de l'Union européenne? C'est le premier combat. La position de la Hongrie montre bien que dans la stratégie qui est celle de Vladimir Poutine, le premier objectif, c'est d'effectivement terroriser et détruire en Ukraine même. Mais il y a une deuxième stratégie qui concerne l'Europe, qui consiste à diviser les Européens. Là, ça a l'air de marcher. Et ça ne peut que marcher, et d'autant plus que l'hiver avance et que les Européens vont subir de plus en plus les conséquences de cette guerre en Ukraine. Il y a derrière cette division des Européens un troisième élément qu'il faut intégrer. Et vous avez cité 2 pays, on pourrait citer encore 2 autres pays, l'Arabie Saoudite et l'Inde, qui témoignent, comme la Turquie, d'une évolution de ces pays vers ce qu'on appelle aujourd'hui le multi-alignement. C'est-à-dire qu'ils refusent de prendre parti, de s'engager d'un côté ou de l'autre, y compris pour des raisons morales sur la crise ukrainienne, pour affirmer qu'ils veulent défendre l'intérêt de leur pays, de leur peuple. Donc le monde change. Il n'est pas aussi facile aujourd'hui de rallier avec nous sur un coup de sifflet derrière la bannière américaine un monde libre ou un monde émergent. C'est beaucoup plus compliqué, tout simplement parce que dans la crise qui se développe et qui est tous azimuts, c'est une crise sociale, une crise économique, une crise politique, une crise internationale, eh bien, le seul repère aujourd'hui sur la scène internationale, c'est la nation, le nationalisme. Et on sait tous à quoi peut conduire un nationalisme avec cette fameuse phrase de nationalisme, c'est la guerre. Donc il y a une dérive qui se produit et il est essentiel. Et ça, pour moi, c'est un message qui manque aujourd'hui sur le plan de la diplomatie européenne et de la diplomatie française. Il est essentiel, à côté de la bataille qui est menée en soutien, les livraisons d'armes, les sanctions, pour marquer notre engagement auprès de l'Ukraine, de ne pas oublier que la crise, la guerre en Ukraine, c'est un drame terrible, mais c'est un des drames du monde. Et en nous distanciant de d'autres drames, je pense à la guerre au Yémen, la situation du Soudan, la situation en Éthiopie, où il y a des centaines de milliers de morts, eh bien, nous donnons le sentiment, eh bien, dans le fond, de privilégier une guerre de blancs, une guerre qui concerne l'Europe et l'Occident, et de négliger les problèmes des autres. Et donc, nous risquons de nous trouver en situation extrêmement délicate pour mener cette bataille politique, qui est une bataille de leadership à l'enjeu mondial. Gagner la bataille de l'Ukraine, perdre la bataille politique mondiale, c'est au bout du compte nous retrouver marginalisés sur la scène internationale. Et qui mieux que la France peut expliquer, compte tenu de la vocation... Ça devrait être le rôle, ça devrait être la voix de la France, qu'on serait encore entendu. Mais c'est le premier rôle de la France. Mais c'est pour cela qu'il ne faut jamais sortir des fondamentaux, surtout en période de crise. C'est quoi les fondamentaux ? Les fondamentaux, c'est l'indépendance de la France, c'est une politique d'équilibre de la France et une politique d'initiative. Nous devons être sur la ligne de front. La ligne de front d'aujourd'hui, ne l'oublions pas, ce n'est pas seulement l'Ukraine. C'est la souffrance des peuples, c'est la division du monde vers lequel nous allons, et nous l'avons vu avec le 20e congrès en Chine, un durcissement chinois, une bataille idéologique qui reprend force sur la scène mondiale, une bataille pour la sécurité nationale du côté de la Chine qui montre qu'il y a d'autres tensions possibles, d'autres lignes de front possibles. Ne négligeons pas le dossier de Taïwan, la situation aujourd'hui de la Corée du Nord, la question iranienne où nous avons l'Iran qui franchit allègrement la barrière du seuil nucléaire. Autant d'éléments qui peuvent tout à coup complètement changer la perspective. Donc nous nous situons aujourd'hui obsédés par la question ukrainienne. Nous devons bien sûr mener ce combat. Mais nous devons le mener avec la conscience d'enjeux qui sont effectivement plus vaste et surtout sans négliger que ce combat, nous ne pouvons pas le gagner sans les autres. Le Sud, ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, le monde émergent, eh bien, il hésite aujourd'hui entre ce qui lui paraît plus convaincant et plus attractif, parce qu'à bien des égards plus respectueux de leur indépendance politique, c'est-à-dire les autocraties, davantage que les démocraties, qui donnent un sentiment de faiblesse, et c'est là où nous avons envoyé un mauvais message
et à la Chine et à la Russie et à beaucoup d'émergents, en donnant le sentiment que nous étions aujourd'hui en fin de vie, finissant, fragiles, divisés. Et c'est vrai que le spectacle d'un certain nombre de pays et de démocraties... On va revenir à nos démocraties. Je l'ai juste mentionné qu'aux États-Unis, commence à avoir une fronde, y compris au sein du Parti démocrate, avec l'aile gauche des démocrates qui demande à Joe Biden peut-être de lever le pied, ou en tout cas de lever le pied sur l'aide à l'Ukraine, voire même de s'asseoir à la table de Vladimir Poutine pour négocier directement. Donc Joe Biden lui-même va peut-être avoir du mal à continuer à soutenir l'Ukraine. Vous disiez, il y a ce problème de nationalisme, ce doute. C'est le mot du doute. Vous pointez la situation américaine. Les Américains sont engagés dans une guerre civile culturelle où ils se divisent surtout, sauf sur une chose aujourd'hui, c'est l'Ukraine. Et vous dites très clairement que même sur l'Ukraine, ils risquent de n'être plus d'accord. Cela montre à quel point il est dangereux de mettre tous ses œufs dans le même panier et de compter ad vitam aeternam sur la sécurité apportée par les Américains. Parce que les Américains sont aujourd'hui fragiles. Ou dans les clés de la restabilisation du monde, dans les clés qui vont permettre peut-être de trouver une réponse, il y a bien sûr l'Union européenne. Et malheureusement, le déplacement de la puissance vers l'Est, vers les pays baltes, nous éloigne de cet équilibre que l'Europe doit trouver. Et il y a également le sud du Est-ce que l'Allemagne, revenons en Europe, vous parliez de la question du nationalisme, on va y revenir avec la première ministre italienne installée hier, mais l'Allemagne, est-ce que le mot même, est-ce que l'expression couple franco-allemand existe encore? Alors, il n'a jamais beaucoup existé du côté allemand. C'est une réalité, j'allais dire jusqu'à Jacques Chirac et Gerhard Schröder, c'était une réalité quotidienne avec cette idée que chacun devait faire la moitié du chemin. Depuis, il n'y a plus de substance à ce couple en tant que couple. Néanmoins, l'unité franco-allemande sur les grands dossiers, c'est un élément indispensable pour faire avancer l'Europe. Est-ce que ça existe encore ? Mais une fois de plus, c'est une figure imposée. Si ça n'existe pas, ce qui est malheureusement trop souvent le cas aujourd'hui, eh bien, c'est à la fois le déclin français et c'est un sauf-qui-peut allemand. Ce que nous voyons, ce que reflète à mon sens assez clairement le discours de Prague du chancelier Scholz, c'est-à-dire il vient déjeuner malgré tout aujourd'hui à l'Élysée pour tenter de sauver la forme au minimum. Défendre ses intérêts économiques alors que l'Allemagne est prise à contre-pied dans son modèle industriel et dans son modèle énergétique. Son premier partenaire, la Chine. Il y a un risque de récession très important. Absolument. L'Allemagne est en grande difficulté pour repenser ce modèle. Elle a néanmoins des atouts, ne le négligeons pas, et notamment la santé de ses finances publiques. Donc, c'est essentiel, et je crois qu'Emmanuel Macron a raison, de défendre cette unité franco-allemande. On doit défendre cette unité franco-allemande, ne serait-ce que pour que l'Europe maintienne un équilibre vis-à-vis du monde. Si l'on se laisse happer... Mais c'est quoi l'Europe ? Pardon, Dominique de Villepin, mais je commence à me poser la question. Je vous parlais de la Hongrie à l'instant, je vous parle de l'Italie, vous dites attention au nationalisme. L'Italie, honnêtement, est aujourd'hui dans une exaltation du nationalisme avec Giorgia Meloni. Les Anglais, n'en parlons pas, avec ces crises à répétition depuis le Brexit et ce nouveau Premier ministre hier. Honnêtement, est-ce qu'il existe encore une forme d'Europe ? Cette Europe aujourd'hui est menacée de se faire totalement happer par la guerre en Ukraine. Et il est essentiel qu'elle maintienne son unité sur cet enjeu central, mais il est essentiel aussi que l'Europe comprenne que sans l'Europe, il n'y aura pas de stabilité du monde. C'est-à-dire que la course à la puissance des États-Unis et de la Chine nous entraîne... On ne va pas la faire toute seule, l'Europe. Mais l'Europe, c'est à nous de convaincre. C'est pour ça qu'il y a un combat à mener. C'est pour ça que j'ai regretté qu'à San Egidio, le président ne prenne pas cette tribune pour faire comprendre aujourd'hui qu'il y a des batailles à mener. Il était à Rome il y a 2 jours et il a eu ce discours sur la paix. Ça vous a pas suffi, ça vous a paru un peu fade? Non. Parce qu'il est trop distancié. Il ne s'agit pas seulement de dire que le moment venu, nous négocierons et nous apporterons notre pierre, notre contribution à la paix. La paix, ça commence tout de suite et ça commence déjà hier. C'est-à-dire que c'est une nécessité absolue pour créer les circonstances. Mais on la fabrique comment, la paix ? Pour créer les circonstances de la paix. Nous avons parlé du Sud global. Il y a une bataille à mener aux Nations Unies pour faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de pays qui acceptent de se distancier du soutien au principe de défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Donc c'est une bataille qu'il faut mener. Il faut aller voir ces États. La diplomatie française devrait être en préparation du G20 en Indonésie, à Bali, en permanence soucieuse de rassembler ces États pour leur faire comprendre. Aller parler aux autres, quoi. Parler aux autres, mais pas seulement parler.
convaincre que nous ne sommes pas là pour défendre un bout de gras, convaincre que si nous voulons un monde équilibré et indépendant, où chacun ait sa place, d'abord il faut le réformer, et donc la France doit se situer du côté de la réforme des institutions internationales, pour faire plus de place à ces pays. Aujourd'hui, le FMI, la Banque mondiale, le Conseil de sécurité, c'est comme un petit club un peu sont fermé. Des institutions bloquées, définies par les Occidentaux, pour les Occidentaux. La France, elle, eh bien, elle doit être au-delà des intérêts des uns et des autres pour défendre un intérêt mondial. Le problème, Dominique de Villepin, c'est que tout ça, ça se passe aussi dans un contexte où c'est bien d'aller parler aux autres, mais il faut aussi parler aux Français. Emmanuel Macron s'exprime d'ailleurs ce soir. Depuis cet été, on peut dire qu'il demande aux Français de faire beaucoup d'efforts. Il insiste beaucoup sur l'idée que c'est la sobriété, la fin de l'abondance. Il avait même eu cette phrase assez énigmatique: il faudra accepter de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs. Est-ce que c'est audible aujourd'hui par les Français qui, pour la plupart, sont surtout en train de compter leurs sous? Cela peut être audible à condition qu'on soit capable de fixer la feuille de route qui va avec et d'expliquer aux Français en quoi c'est essentiel et déterminant, j'allais dire même vital pour notre pays. Donc je pense qu'il faut une parole longue, elle est absolument nécessaire. Il faut que cette parole elle soit ancrée dans les combats qui sont à mener. Il y a un combat national pour l'unité. Il est bien évident qu'aujourd'hui, nous l'avons vu sur la scène mondiale, ce qui fera que la bataille sera perdue ou gagnée entre les démocraties et les autocraties, c'est la capacité de sursaut de nos sociétés. C'est-à-dire que c'est pas uniquement les États, c'est pas par les armées qu'on réussira à gagner, c'est en montrant que la démocratie, la vitalité démocratique, l'esprit de résistance que nous possédons, eh bien, nous rend plus forts. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il faut bien être conscient. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays d'Europe, eh bien, la démocratie est plutôt un signe de faiblesse. On voit l'errance du Royaume-Uni, et souhaitons que les choses soient peu à peu reprises en main. On voit dans nos sociétés à quel point le phénomène d'exclusion, de dépossession suscite la colère de nos peuples. Eh bien, la politique doit ressouder tout cela. Malheureusement, la politique aujourd'hui, c'est le résultat des dernières élections législatives, elle a repris son petit cours du régime des partis, des joutes à l'Assemblée nationale. Et de motions de censure. Est très loin des préoccupations des Français et de leur quotidien. Donc il faut reconnecter la politique. Mais pour ça, il faut aussi que les Français aient confiance dans leurs institutions. Alors confiance dans leurs institutions, confiance y compris. Regardez, je reviens sur cette affaire qui peut paraître anecdotique, mais la question de se faire justice soi-même. Hier, on a ce père de famille à Roanne qui a décidé de lui-même d'aller d'abord attraper l'agresseur présumé de sa fille, de le livrer à la police, mais avant ça, il l'a quand même passé à tabac. Est-ce que c'est le signe d'une société où on préfère faire soi-même parce qu'on ne croit plus en la police, on ne croit plus en la justice, on ne croit plus aux institutions? Oui, ce qui nous divise devient plus important que ce qui nous unit. Et malheureusement, il n'y a pas de croyance en la capacité de nos institutions ou de nos dirigeants de nous fédérer. Et c'est là où il y a une responsabilité de chacun. Qu'est-ce que vous dites aux Français là? C'est là où nous avons tous une responsabilité. Et loin de moi l'idée de faire la leçon à quiconque. Moi, je suis là pour témoigner d'une expérience. J'ai moi-même essayé un certain nombre de choses. J'ai échoué. Vous avez vous-même parfois échoué. J'ai échoué sur un certain nombre de choses. Donc je suis parfaitement conscient de la difficulté et certainement pas Mais si ce on peut matin apprendre de ces erreurs, si on peut apprendre de ces erreurs, vous diriez quoi, vous, là? Eh bien, justement, le président doit sortir de la marmite politique, des calculs politiques, du jeu des partis. Le président, aujourd'hui, il joue pas seulement la place et son image dans l'histoire, c'est notre histoire collective, c'est ce qu'est la France qui est en cause. Eh bien, la France a un rendez-vous aujourd'hui avec l'histoire. Elle a un rendez-vous avec l'Europe, elle a un rendez-vous avec l'Ukraine, elle a un rendez-vous avec le monde. C'est tous ces rendez-vous que nous devons être capables. Il est quoi? Il est dans le calcul, il est dans le moment, mais quoi. En fait, il y a un problème. Il est dans la situation d'un homme qui tout à coup voit le sol se dérober sous lui. Et donc, il a du mal à se resituer. Aujourd'hui, il est président de la République française. Il s'accroche aux retraites, par exemple. Vous dites, on se trompe de combat, on se trompe de timing. Il faut bien qu'il essaye de se raccrocher à quelque chose. Ouais. Donc, il se raccroche aux retraites ou à d'autres réformes, je le comprends parfaitement. Mais il doit donner aux Français une feuille de route et expliquer pourquoi nous allons réussir. Comment nous allons réussir? Après vous avoir écouté là pendant 20 minutes, j'ai un peu du mal à me dire qu'on va vraiment réussir. Mais le président de la République est le premier souvent à dire quand c'est difficile, c'est qu'il y a une opportunité et les Français sont capables. Aujourd'hui, il faut redonner confiance aux Français et il faut surtout leur montrer que cela peut marcher. Aujourd'hui, la France est dans la situation d'une équipe de foot qui ne cesse d'encaisser des buts et à qui il faut dire retrouvons le succès. Et pour qu'il y ait des succès, commençons par avoir des petits résultats. Et c'est là où il faut crédibiliser
le chemin de la reconquête politique. Et ça implique que le président prenne ses distances par rapport au jeu politique. Peut-être qu'il se renforce. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de faiblesses dans les conseils qui lui sont apportés, dans les fenêtres d'un palais qui est par trop opaque. Et donc il faut que le président de la République ouvre les yeux, ouvre les oreilles. Quand vous lisez le terrifiant reportage qui est fait sur Agnès Buzyn et ce qui s'est passé au moment de la crise sanitaire. Qui dit j'ai envoyé des SMS, j'ai appelé, j'ai dit je veux vous voir le plus rapidement possible. Si la ministre de la Santé ne peut pas accéder au président de la République et au Premier ministre... Elle a mis 3 semaines à avoir une réponse. C'est qu'il y a un problème. En disant et ça, le président de la République, il doit en tirer les conséquences. C'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans le système républicain. Il n'a pas su écouter ou entendre les signaux. Oui, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et si ça ne marche pas, il faut en tirer les conséquences sur les conseillers, sur les responsables qui font que ça bloque. Un président de la République, il doit être informé, il doit être au contact du pays et des réalités. Je ne suis pas sûr qu'il le soit toujours, ni en matière intérieure, ni en matière internationale. Donc voilà, ça commence par ça. Une fois que cela est fait, je lui fais confiance pour essayer de... Mais il faut commencer par écouter. Merci Dominique de Villepin d'avoir fait ce point ce matin, large point donc sur RMC et BFM TV, ancien Premier ministre bien sûr. Il est 8h53. Merci Apolline de Malherbe. Dans quelques instants, on reviendra justement sur ce que vous évoquiez à l'instant, les confessions d'Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé, qui raconte tout ce qui s'est passé juste avant la crise du Covid. Également au programme du live, l'inquiétante disparition d'une mère de famille à Brive. Et puis Emmanuel Macron a-t-il le blues? À tout de suite. À partir de 65 ans, ou quand on est atteint d'une maladie chronique, ou lorsque l'on est enceinte, le corps se défend moins bien face au virus. Contre la grippe aussi, la vaccination